auparavant et comment pouvait-elle atteindre sa perfection et son élaboration actuelle. C'est pour le concours de 1771 qu'on posa cette question. Cette question est issue d'une discussion dans l'Académie après la lecture de deux mémoires en 1756, la dissertation sur les différents moyens dont les hommes se sont servis pour exprimer leurs idées de Maupertuis et la dissertation allemande de Johann Peter Süssmich, dans laquelle il essayait de prouver que l'origine de la langue est due à l'intervention de Dieu. L'argumentation de Süssmich est basée sur la relation entre le langage et la pensée, et il se réfère à Rousseau, qui n'avait pas pu résoudre le problème, et ajoute que pour inventer la langue, l'homme aurait dû disposer d'une pensée développée qui, de son côté, ne serait pas possible sans la langue. Le texte qui invite à traiter le sujet accentue les relations entre le langage et la nature de l'homme. Ce n'est donc plus la perspective philologique de Michaelis, mais un point de vue nettement anthropologique qui domine cette question. Il y avait 31 réponses dans le mémoire de Johann Gottfried Herder, qui fut couronné. 22 de ces manuscrits se trouvent encore dans les archives de l'Académie. Quelques autres ont été réclamés par leurs auteurs et parfois publiés ou conservés dans des archives privées. C'est le cas d'un manuscrit de Michaelis qui cette fois aussi avait présenté un texte, mais sans avoir de succès. Dans les manuscrits présentés, il y a une forte tendance à démontrer des hypothèses établies par des faits empiriques. Nous sommes en pleine époque de l'empirisme naissant en Europe et la réflexion linguistique à l'Académie de Berlin ne pouvait pas y échapper. Il y avait plusieurs approches de l'origine du langage qui se disaient empiriques. Par exemple, la recherche des vestiges de l'origine du langage dans les langues anciennes. D'autres auteurs se réfèrent à des langues exotiques pour un... Il avance un peu. D'autres auteurs se réfèrent à des langues exotiques pour en déduire des traits généraux propres à toutes les langues. Le traitement des bases anthropologiques des langues laissait donc assez d'espace pour l'observation des langues dans leur spécificité, ainsi que des limites et des possibilités qui découlent de ces particularités pour les connaissances humaines et pour la communication. On s'intéressait surtout à des langues qui soient assez anciennes ou exotiques pour ramener aux bases de l'être humain. L'universalité de la langue française était mise en question. Dans son assemblée du 30 mai 1782, la classe de belles-lettres de l'Académie de Berlin invita à répondre à la question de l'universalité de la langue française. C'était 4 ans avant la mort de Frédéric II, qui avait nettement préféré le français tout en exprimant son mépris pour la langue allemande et pour le travail intellectuel qui se déployait dans la capitale de son royaume et partout en Allemagne. Les débats sur l'emploi de la langue française en Allemagne
ne naissent pas seulement du conflit entre la cour prussienne francophone et la ville de plus en plus influencée par les Lumières et qui s'exprime en allemand. Déjà en 1713, un étudiant de l'université de Jena propose une dissertation académique sur l'usage de la langue française en Allemagne. Cette question se posa dans un autre contexte, quand les progrès des Lumières en Allemagne et les changements dans l'enseignement en Prusse se heurtèrent à l'attitude d'une cour presque entièrement francisée. Ainsi, le directeur de la classe de belles-lettres, Merian, avait déjà proposé en 1778 de poser une question sur les avantages de la langue française et les perspectives de son usage. La proposition de Merian ne fut pas acceptée, mais le sujet devint beaucoup plus actuel avec la publication de l'ouvrage de Frédéric II intitulé « La littérature allemande, des défauts qu'on peut lui reprocher, quelles en sont les causes et par quels moyens on peut les corriger ». La diffusion de cet ouvrage ne tardait pas. La diffusion était telle qu'on jugeait du mécontentement qu'il provoqua parmi les intellectuels à partir d'une lecture de Jacques-Louis Descamps, prêtre à Magdebourg, au secrétaire perpétuel de l'Académie de Berlin. Le renvoi au discours sur l'universalité de la langue française de Rivarol s'inscrit aujourd'hui dans un discours sur la langue française menacée dans la communication internationale et se limite souvent à sa mention ornementale et isolée d'une série qui pourtant est importante dans ce cas. L'Académie avait reçu 22 réponses, dont 2 se partagèrent le prix. Le mémoire de Rivarol et celui d'un auteur beaucoup moins cité, Johann Christoph Schwab, un philosophe de Stuttgart qui avait enseigné 11 ans comme instituteur privé en Suisse avant de devenir professeur de philosophie et de mathématiques à l'école Hohe Karlsschule en 1778. Ce mémoire est même plus cohérent et moins contradictoire dans son argumentation que celui de Rivarol. Tandis que le texte de Rivarol est basé sur un patriotisme émotionnel qui classe des stéréotypes de la discussion linguistique menée pendant 2 siècles sous le point de vue de la question de l'universalité, Schwab s'appuie surtout sur la stabilité acquise par la langue française au cours de son développement. Schwab met l'accent sur les causes extérieures de l'universalité. Ce sont la littérature écrite en français, la politique et la diplomatie française qui sont responsables de l'universalité de cette langue, tandis que les avantages qu'une langue a de par son génie sont toujours relatifs. Les autres mémoires qui répondaient à la question de l'universalité étaient de provenances diverses et leurs auteurs étaient des personnages aussi différents que le littéraire Wetzel, le philosophe Eberhard, le professeur de littérature grecque Avsprung, Karl Euler, fils du grand mathématicien, le médiateur si important entre les cultures européennes, à savoir Friedrich Melchior Grimm, le français Thibaut de Lavaux, enseignant sa langue à l'étranger et protégé par Frédéric II. N'oublions pas Étienne Maillet, né à Lyon,
fils d'un marchand de tissus, est devenu successeur de son oncle comme directeur des manufactures de soie en Prusse. La comparaison qu'il effectue entre la langue française et les langues anciennes et modernes n'était pas à la faveur de la première. Dans les textes, on peut constater trois types d'argumentation qui s'accentuent différemment selon les auteurs, mais qui apparaissent simultanément dans presque tous les textes. Premièrement, les avantages de la langue française en soi, son génie qui s'exprime dans des traits tels que l'ordre naturel, la richesse et en même temps la clarté dans le vocabulaire, l'analogie et le caractère des sons. La culture française dont la langue est porteur et troisièmement, l'influence politique de la France. Mais le thème des raisons de l'universalité de la langue française n'était pas encore épuisé. Il fut remis au concours au Portugal en 1810, évidemment stimulé par les trois tentatives d'occupation française entre 1808 et 1810. Pour l'Académie de Berlin, cette discussion fut poursuivie, mais ses suites ne furent pas aussi fameuses que les autres concours sur les questions linguistiques. Si la comparaison des langues dans le débat sur l'universalité de la langue française avait un but bien déterminé, on pouvait prévoir à la fin du XVIIIe siècle une comparaison impartiale des langues. C'est ce que l'Académie avait proposé pour 1792 en invitant à une comparaison des principales langues de l'Europe. Il n'y eut que trois réponses dans les mémoires d'un prêtre berlinois, Daniel Jenisch, qui remporta le prix. Jenisch sait bien que le temps d'une comparaison philosophique des langues est terminé. Il en est quand même un des derniers représentants. Il est conscient de ce que la méthode hypothétique qui était caractéristique de l'approche spéculative de ce genre de comparaison des langues ne correspondait plus à l'esprit du temps. Du point de vue pratique, il est peut-être intéressant que ce concours ne s'annonce plus en français. On ne renonce pas cependant à la recherche d'une langue parfaite et il en veut une comparaison impartiale pour laquelle on reprend les critères connus depuis la discussion sur les problèmes du langage à l'époque de la Renaissance. La richesse, l'analogie, la force et l'harmonie. Un regard sur le texte de Jenisch montre que cette comparaison impartiale ne peut pas réussir sans une base linguistique qui n'a pas encore de méthodologie élaborée. Ce sont des critères extérieurs à la langue, notamment l'existence de la liberté de la presse et les contributions des grands philosophes et écrivains qui avaient conduit Jenisch à la constatation d'une supériorité de la langue anglaise par rapport à toutes les autres langues de l'Europe. Les langues romanes suivent grâce à leur grandeur, à la grandeur de leur nation, mais leur ordre ne serait pas encore à déterminer, sauf pour la langue portugaise que Jenisch semble totalement méconnaître. Le seul manuscrit conservé qui est concouru sur la même question est beaucoup plus rigoureux dans son jugement.
Pour l'auteur de ce manuscrit, qui était probablement le philosophe et orientaliste Johann Gottfried Eichhorn, c'est la langue grecque qui mérite d'être rétablie dans son usage et qui faciliterait la communication entre tous les peuples européens. Cette dernière question de l'Académie de Berlin sur un sujet linguistique s'inscrit dans un courant européen qui menait à l'élaboration du recensement de langues. Catherine de Russie avait demandé à Peter Simon Pallas de réaliser un tel recensement. Plus tard, les notes des missionnaires jésuites réfugiés à Rome avaient fourni la base d'un grand catalogue des langues du monde. Le Catálogo de las Lenguas de las Naciones Conocidas de Lorenzo Hervasi Panduro, qui contenait, entre autres, une description des langues amérindiennes. Ces catalogues, ainsi que les mémoires soumis à l'Académie de Berlin, témoignent du fait que l'époque des questions de prix qui suscitaient des réflexions spéculatives sur les langues était passée. Il fallait une autre méthode de comparaison ainsi qu'une autre forme de déploiement des pensées linguistiques. L'empirisme était devenu réel par les connaissances de nouvelles langues et leur mise en relation, et on ne se contentait plus de l'empirisme hypothétique des mémoires académiques. La réflexion sur la perfectibilité de la langue en faveur du développement de la pensée devint encore une fois le sujet d'un concours académique. La section d'analyse des sensations et des idées de la seconde classe de l'Institut avait soumis pour 1797 3 questions et elle avait persisté dans son vœu pour la première. La classe dans son ensemble choisit pourtant finalement le dernier sujet au lieu du premier. C'était le seul sujet dans lequel il ne soit pas fait mention de l'analyse des sensations et des idées, ce qui s'explique par les antagonismes régnant au sein de la seconde classe entre idéologues et anti-idéologues. L'Institut avait reçu 13 mémoires de longueur et de qualité très différentes. Selon un rapport du citoyen Gara, il résulte qu'aucun des mémoires pour le prix de l'analyse ayant mérité le suffrage absolu de la section, elle désire que le prix soit remis à l'année suivante. L'Institut avait explicité le concours en 5 questions pour le deuxième tour. Entrant dans la tradition des concours des académies européennes du XVIIIe siècle, le texte de l'Institut, de caractère déjà très dominant, avait provoqué la production d'une série méthodologique de 10 mémoires qui laissent pourtant voir des différences dans l'adaptation de l'idéologie à une nouvelle situation. Les mémoires soumis répondent tous à la question sur la mesure dans laquelle les signes assurent le passage de la pluralité des sensations à l'unité de l'idée. Il n'y a que 2 mémoires qui n'utilisent pas le concept de signe comme instrument de maintien de l'unité cognitive, celui de Butet de la Sarthe et celui de Jean-Baptiste Escher. Le mémoire de Butet est accompagné d'un long commentaire de Volney et il soutient que l'exemple du rôle majeur des signes est l'algèbre, en particulier le calcul différentiel.
du rôle différentiel des signes se trouve dans plusieurs textes de cette série, entre autres dans le mémoire couronné de Gérando. L'identité des idées qui dépassent les sensations simples consiste donc dans des signes. Cette affirmation implique qu'on concède une influence différente des signes sur les différents genres d'idées. Si l'approfondissement des sciences dépend des signes, il faut créer des signes qui permettent que la théorie des choses et la théorie des signes puissent être substituées l'une à l'autre. On retrouve ici l'idée simpliste de l'interchangeabilité des signes et des idées qu'avait ridiculisé Jonathan Swift. Mais il est très rare qu'on la trouve formulée d'une façon mécaniste dans les mémoires soumis à l'Institut. Comme dans le mémoire de Lancelin, dans la majorité des mémoires, les auteurs prenaient des précautions et exprimaient des réserves quant à la possibilité de développer des signes susceptibles de développer des sciences. Ainsi que le 4e volume de la version élargie du mémoire de Gérando, là il constate avec une certaine désillusion, mais non sans désespoir, que l'impossibilité où nous sommes de nous créer un système de signes parfaitement philosophique nous reconduit naturellement à nos langues usitées. On relève à nos yeux l'importance et fixe sur leur usage, sur leur réforme, toutes les méditations du philosophe. Quand on veut évaluer